Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, vous l'avez vu, est un point lecture. Je vais vous parler de mes 5 dernières lectures du mois de janvier. Je suis contente parce que j'ai très bien respecté ma pile à lire. Il me reste un livre à lire pour le mois de janvier, je vais vous le montrer, hop, il est là, voilà. Donc je vais l'entamer, là je vous tourne, aujourd'hui on est le 31, donc c'est le tome 3 de l'Assassin Royal de Robin Hobb. Je vais l'attaquer ce soir, je le terminerai je pense dans le week-end, donc je vais un peu tricher, il va être à mi-chemin entre janvier et février, mais c'est pas grave. C'était le dernier livre de ma pile à lire de janvier. J'ai même, vous verrez, ajouté un autre livre dans ma pile à lire qui n'était pas prévu au départ parce que j'ai fait une lecture commune avec Dorian. Alors, il y a du très mitigé, même plus que mitigé dans ce bilan lecture. Et il y a de la bonne lecture aussi. Et on va aller du thriller jusqu'au fantastique SF fantasy. Voilà, donc je vais commencer par les 2 romans thrillers que j'ai lus. Avec ma grosse déception, je viens de le terminer à l'instant. C'est Les Sœurs de Montmort de Jérôme Loubry aux éditions Calman Lévy. Donc c'est un livre qui est sorti il y a déjà un moment puisqu'il est sorti depuis en poche. Je crois que ça sort au livre de poche dans mes... Il est sorti en quelle année? 2021, et je l'avais fait dédicacer parce que j'avais eu l'occasion de rencontrer l'auteur à un festival du livre. Il me l'avait dédicacé donc en 2021. Ce livre faisait partie des 12 thrillers que je m'étais mis un par mois. Voilà, il fallait que je lise et en plus il faisait partie des reliques de ma palle. Et... alors... l'avantage c'est qu'il s'est lu très vite, mais alors je n'ai pas du tout aimé ce bouquin. Rien n'allait pour moi. J'en ai lu du Loubry, hein. J'ai lu bien sûr Les Refuges, j'ai lu son dernier, qui est plutôt un roman noir et sociétal que j'avais beaucoup apprécié, mais alors là j'ai pas du tout aimé l'écriture. Je suis désolée, je trouve que c'était très mal écrit, les dialogues sont bidons. C'est encore une histoire... bancale, parce qu'il y a une espèce de révélation à la fin mais qui moi ne m'a pas du tout convaincue. Donc pour vous faire le pitch, nous sommes à Montmort, un village réputé pour les sorcières qu'il a abrité et ses chasses aux sorcières qu'il a abrité notamment pendant la période médiévale. Et on va suivre un flic qui s'appelle Julien qui vient prendre son poste. Ils sont 3 flics, c'est un tout petit... alors déjà je comprends pas, on comprend pas très bien parce que c'est un bled. Il y a genre 500 habitants et il y a un commissariat avec 3 flics, mais il se passe jamais rien dans ce village. Et à partir du moment où Julien arrive, et il va... je suis mal coiffée parce c'est très humide dehors et dès que c'est humide, mes cheveux, c'est n'importe quoi. Bref, c'est pour ça que je suis très mal coiffée. Il va se passer, il va y avoir des meurtres, il va y avoir des suicides, etc. Avec une histoire de sorcière qui est même pas exploitée, d'un vieux bonhomme qui habite dans un manoir. Voilà, je sais pas quoi vous dire, ça m'a pas convaincue, j'ai trouvé que c'était bancal en fait. En fait je trouve que l'idée de départ est bonne, l'idée de fin est bonne, mais la manière dont c'est raconté c'est pas bon en fait. C'est bancal, les dialogues sont mauvais. Il y a des tas de rebondissements, on n'y croit pas du tout, une seule seconde, je sais pas. Je sais pas pourquoi il a écrit ça, parce que je sais qu'il écrit bien, qu'il peut écrire des choses qui sont avec une trame narrative intéressante. Là, j'y ai pas cru du tout, d'un bout à l'autre. Et dès le début, je me disais, c'était tellement gros, tellement grotesque, voilà, c'est ça le mot que je cherche, tellement grotesque, que je me disais, ouais, ça va être un truc avec une explication un peu, pas scientifique, mais une explication du style comme on a dans Les Refuges, si vous l'avez lu. Voilà. Et donc comme je suis partie là-dessus en me disant c'est sûr que ça va être ça, bah ça l'a pas fait du tout. Donc next, je n'ai pas du tout aimé ce bouquin. Par contre, j'ai adoré ce thriller. Le Veilleur du Lac de Nicolas Leclerc, c'est aux éditions Seuil Polar. Il n'est pas encore sorti en poche. Je pense qu'il va pas tarder à sortir en poche parce que c'est un roman qui date... de 2024, et c'est le roman que j'ai lu dans le cadre de la Nuit du hasard, qui est organisé par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. On avait tiré au sort le numéro 2 et c'est celui-ci qui est sorti. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai découvert Nicolas Leclerc il n'y a pas si longtemps, puisque j'avais lu
un truc avec de la neige. Je vais pas retrouver. C'est quoi à la fin? Non, à la fin c'est ça. Est-ce qu'on a le manteau de neige que j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu je crois au mois de décembre. Et là je trouve qu'il est vraiment très très bon. Donc on est toujours dans les montagnes, alors on est plutôt dans le Haut-Doubs, dans les montagnes du Jura. Et moi qui suis originaire de la région, je trouve qu'il connaît très très bien la région et qu'il la décrit parfaitement bien. Donc ça m'a beaucoup plu. On est au bord du lac de Malmaison qui est un magnifique lac jurassien. Et on va se retrouver avec une famille qui du jour au lendemain disparaît sans laisser de traces. Les 2 voitures sont toujours dans le garage. La maison est très bien rangée, etc. Sauf qu'en investiguant, la brigade de gendarmerie qui est menée par Bruno, c'est ça, Bruno Albertini, va se rendre compte qu'en fait il y a eu un massacre, puisque vous savez, il passe le... Je crois que je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est le luminol, le produit bleu, et on voit qu'il y a des traces de sang partout, qu'on a essayé d'effacer avec la javel, mais ça reste en fait. Et donc, quid des corps, qui a perpétré ce massacre, etc. Et dans le même temps, on suit la fille de la famille, donc qui s'est fait massacrer, qui s'appelle Fanny, qui est en cavale avec 2 amis, et ils se dirigent vers Hambourg, en Allemagne. Voilà, donc on en est là. Bon, bien sûr, ce serait trop facile de se dire que c'est Fanny qui a tué sa famille, qui est partie en cavale, ce serait trop simple. Donc on va partir dans une direction. C'était vraiment bien. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'atmosphère. Cette atmosphère d'un petit village jurassien, quand même touristique, parce qu'il y a ce lac qui amène des touristes, les montagnes, et puis une géologie assez particulière qui a son importance dans le livre. J'ai beaucoup aimé le personnage de Bruno Albertini, qui est un flic qui va devoir faire équipe avec une femme flic qui s'appelle Nora. Je trouvais que le duo fonctionnait bien. J'ai bien aimé suivre aussi Fanny, la gamine, qui est partie en cavale parce qu'on est dans son mal-être, ce qu'elle a pu subir au lycée. On est sur le thème du harcèlement quand même, hein. Il y a ce thème-là qui transparaît dans le bouquin. Et puis la fin, je m'y attendais pas du tout. Alors j'ai un petit bémol sur la fin. Il y a certaines choses que je juge pas ça incohérent, mais je trouve que l'auteur est peut-être passé un peu trop vite sur certaines explications. Ça méritait peut-être un chapitre pour approfondir un peu plus. Mais c'est rythmé. Je l'ai lu avec Géraldine, GG Bookins sur Instagram, qui elle a trouvé que la première partie était un peu longuette. Moi j'ai pas trouvé ça du tout long. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis par contre à la fin il y a vraiment des rebondissements, et encore une fois c'est cette atmosphère que j'adore chez cet auteur. Donc il me reste à découvrir de lui La Bête en cage est toujours vivante. Voilà, donc j'en ai encore 2 et j'espère qu'il écrira encore d'autres thrillers, parce que je trouve qu'il est vraiment très bon dans ce style. Ensuite, alors là on va glisser du coup vers les livres fantastiques SFFF, donc science-fiction, fantasy, fantastique. Je vais commencer par celui qui m'a peut-être le moins convaincu. C'est un livre fantastique, fantasy, je sais pas trop dans quelle catégorie je pourrais le caler. C'est Rouge de Pascaline Nolot, c'est aux éditions Gulfstream, qui est sorti depuis en poche chez Pocket, parce que c'est un livre qui fait partie des reliques de ma palle là aussi. Et je remercie Dorian, donc il date 2020 ce livre. Je remercie Dorian parce qu'en fait il voulait le lire ce mois-ci, il m'a dit viens on le lit ensemble. Il n'était pas prévu dans ma palle, je l'ai sorti, du coup ça m'a fait lire ce livre en plus et c'était sympa. Alors ici on est dans une réécriture du Petit Chaperon Rouge, comme son nom l'indique, Rouge. Rouge, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit dans un bled, on est style au Moyen-Âge, voilà. Elle vit dans un village qui s'appelle Malombre, et en fait elle est appelée Rouge parce qu'elle a une tache de naissance qui lui défigure la moitié du visage. Et en fait, on dit que c'est le malin, que c'est le diable qui a posé sa marque sur elle. Sa mère était soi-disant habitée par le diable, elle est morte en couche, et donc Rouge est complètement mise à l'écart du village. Elle dort dans l'écurie, elle est sans cesse battue, frappée, insultée. Alors c'est hyper violent, hein. C'est pas du tout pour jeunesse, c'est pas du tout young adult. Elle a un seul ami qui s'appelle Liénor, mais qui a l'interdiction de la toucher parce qu'on pense que si on la touche, on va être contaminé par le mal, avec un grand M. Et le village est touché par une malédiction puisqu'il y a une sorcière au fond des bois
qui, dès qu'une fille atteint l'âge de la puberté, devient pubère, eh bien demande à ce que cette fille lui soit livrée et on ne revoit plus jamais la jeune fille. Jusqu'à temps, donc on en est là jusqu'à temps que ce soit le tour de Rouge de devenir pubère et de partir chez cette sorcière. Donc on va avoir la réécriture du Petit Chaperon Rouge avec bien sûr Rouge, la grand-mère, on va avoir une histoire de loup, on va avoir un chasseur, on va avoir même la galette et le panier. La première partie je l'ai trouvée un peu longuette et surtout hyper exagérée en fait. Parce que ce que font subir les villageois à Rouge, c'est un peu trop. Voilà, on est vraiment dans la en fait elle est dans la surenchère, l'autrice sans cesse. Enfin, la fille elle sort, on lui balance des excréments dessus, on lui crache dessus, on lui donne à manger n'importe quoi. Enfin c'est, voilà, quand il y a une espèce de carnaval, c'est le bouc émissaire, on a le droit de tout lui faire. Elle est plus ou moins protégée par le prêtre du village, mais ça s'arrête là. Je trouve que c'était un peu quand même glauque et un peu trop. Dans cette surenchère de vouloir faire de Rouge celle qui attire le mauvais œil et le bouc émissaire du village. En revanche, dans la seconde partie, lorsqu'elle se rend chez la sorcière, ça devient intéressant parce qu'on glisse vers des sujets de société plus contemporains, avec notamment l'idée de la place de la femme, de la différence, la manière dont on traite la différence dans notre société actuelle, comment on est traité quand on est différent. Je n'irai pas dans les détails parce que je veux quand même que ce soit une surprise pour vous si vous lisez. Et l'épilogue m'a réconciliée avec le roman parce que j'ai trouvé vraiment très très bien fichu. Un peu, il y a une espèce de petit twist, on va dire, final qui je trouve était très bien trouvé. Donc j'ai trouvé que c'était pas mal, mais moi, il y a quand même un gros souci avec ce livre, c'est que je n'ai pas du tout aimé le style de l'autrice, que j'ai trouvé empesé, empoulé. J'aimais pas, en fait, un peu vieillot. Alors c'est une façon de faire, un peu manière de conte, mais en fait c'est ça tout le long, avec des espèces parfois de phrases où elle veut faire des rimes. Et en fait c'était hyper lourd, et j'ai pas du tout aimé le style. Vraiment, si ça avait été écrit dans un autre style, je pense que ça m'aurait beaucoup plus plu, mais parfois je me disais mais pourquoi est-ce qu'elle écrit comme ça Par exemple, tu peux te mettre à l'aise en notant ce carquois qui doit te meurtrir l'échine. Le contenu de ton panier peut également s'ajouter à tous ces mets. Vous voyez, il y a une espèce de volonté d'écrire avec un langage soutenu, sauf qu'en fait j'ai rien contre, mais en fait c'est ça, je sais pas, ça fonctionne pas, ça sonne un peu faux. Voilà, c'est trop travaillé en fait, et du coup ça m'a pas plu. Par exemple, à un moment donné, vous voyez comment Rouge, elle est désignée par l'arrivante encapuchonnée. Tu dois être harassée, crois-tu donc que je vais te manger? Voilà, c'est vraiment ça tout le long, et ça m'a pas plu ce style. Voilà, alors ensuite on va arriver... D'ailleurs il est dégoûtant ce bouquin, qu'est-ce que j'ai mis dessus? Ah, je l'avais acheté de casse, il doit y avoir une étiquette, ça fait sale. Faut que je le nettoie. On arrive aux livres qui m'ont beaucoup plu. Alors dans deux registres différents, je vais commencer par celui qui a mis... Alors il est classé en science-fiction, mais je pense qu'on peut le glisser aussi dans de la fantasy, fantastique. C'est pas vraiment de la science-fiction pure, et on peut même le glisser dans de l'historique. Souveraine du Coronado de Emmanuel Chastelière, c'est publié aux éditions Critiques. C'est l'auteur qui m'a contacté pour m'envoyer son titre parce que j'avais lu d'autres livres de lui, que j'aime beaucoup la manière dont il écrit. Alors, pourquoi c'est entre la SF et le roman historique? Parce qu'on est dans une ville qui s'appelle Carthagène en 1923 et on est dans une ville qui s'appelle... Donc c'est Carthagène, on est dans le Nouveau Coronado et on comprend que le Nouveau Coronado est un pays qui vient d'être annexé par un autre pays, qu'on avait des autochtones qui croyaient en des rites païens, notamment dans les fées, et qu'il y a une force maléfique qui va se réveiller liée à tout ça, et que le nouveau gouvernement qui est en place, qui veut imposer ses points de vue, qui veut imposer sa religion, etc., sa langue,
va être plus ou moins désarçonné par cette montée d'une rébellion de la part de la population. Et nous, on va suivre deux points de vue. On a le point de vue d'un juge mage qui s'appelle Ocosias, je pense que ça se prononce comme ça, qui lui est dans une expédition à la recherche d'or et à la recherche voire d'un métal l'orichalque. Donc on est dans l'alchimie, dans le registre de l'alchimie, et on est avec punaise, c'est comment l'autre personnage, ah oui, Ferrand, je pense que ça se prononce Ferrand, qui est un flic qui est, au début il est infiltré dans des combats clandestins, et il va y avoir un meurtre, il va devoir enquêter sur ce meurtre. Et on va avancer dans l'intrigue, comme avec ces deux points de vue, on va avancer au fur et à mesure dans les intrigues, successivement. Donc on pourrait, alors le côté SF, on le voit parce qu'on est dans un monde qui est, comment dire, imaginé. On a une femme qui a un bras mécanique, je dirais qu'on est plutôt dans un univers de ce qu'on appelle la gunpowder, je sais pas si ça se prononce comme ça, où on combat avec la poudre, avec les pistolets, on est plutôt dans ce registre-là. Mais il y a un côté un peu fantasy, puisqu'on va être avec des fées qui vont vouloir revenir prendre le pouvoir et notamment soutenir la rébellion des autochtones. Donc on est dans une espèce de mélange comme ça, où on ne sait pas vraiment où on va au départ, mais l'avantage et la grande force de l'auteur, c'est qu'il écrit très très bien, et que ça se lit vraiment, c'est très bien écrit, et ça se lit vraiment très facilement. Et en fait on est pris dans ces deux histoires parallèles, entre un côté Ferrand qui enquête sur cette malédiction, sur ces fées qui semblent revenir à la vie, et sur Ocosias qui va se retrouver à un moment donné dans la jungle. Et le roman va d'ailleurs prendre un tournant complètement inhabituel, parce que on va passer de point de vue de personnage à un point de vue d'autres personnages. Et on va être vers un point de vue, je peux le dire, féministe. Voilà, donc c'était vraiment très très intéressant. Il y a un côté, on sent que l'auteur a fait des recherches, il y a un côté historique, moi que j'ai trouvé ça très intéressant, un côté sociétal aussi, parce qu'on est sur la mort d'une civilisation et comment des colons vont mettre à genoux toute une civilisation en la balayant d'un coup de fusil. Donc ça c'est vraiment très très intéressant. Alors, il m'a manqué peut-être un petit quelque chose, c'est que ce livre s'inscrit dans un autre univers, notamment le léopard. Le titre c'est le léopard, l'Empire du léopard, voilà, et en fait c'est dérivé de cet univers là, et je pense que parfois il me manquait des références pour comprendre. Alors on peut le lire à part, hein, d'ailleurs si l'auteur me l'a envoyé, elle me l'a proposé, c'est qu'on peut lire complètement à part de l'Empire du léopard, mais je pense quand même que parfois il me manquait des petites références pour saisir toutes les nuances du discours de l'auteur. Voilà, donc vraiment je vous encourage à découvrir Emmanuelle Chastelière, qui écrit très bien, et à découvrir son univers très riche. Et enfin le dernier roman dont je vais vous parler, c'est de la fantasy. C'est un tome 2, donc je ne vais pas m'étaler dessus. Alors ça fait partie de la saga, donc c'est la trilogie des talents, et c'est le tome 2 qui s'intitule Héritier de poussière, c'est de J.M. Miro et c'est aux éditions de Saxus. C'est aussi un service presse que j'avais demandé, parce que j'avais adoré Monstres ordinaires, qui était le premier tome. Et en fait, ça confirme vraiment le talent de l'auteur. Donc on n'est pas du tout dans du young adult, hein. Ne faites pas lire ça à des enfants de 12, 13, 14 ans, parce que ça peut peut-être les terroriser, parce que ce tome 2 est encore plus sombre selon moi que le tome 1. Donc pour vous mettre un peu dans l'ambiance, on est à Édimbourg, à la fin du 19e siècle, et on est à l'Institut Cairndale qui recueille des enfants qui ont des talents particuliers. Sauf qu'en fait, dans cet institut, il y a un Jacob Marber qui est le scientifique. En fait, il fait des tests dessus. Et en fait, nous dans le premier tome, on va suivre Marlowe, un petit gamin qui va être récupéré par cet institut, et un autre enfant, enfin plus ado, qui s'appelle Charlie. Et il va se passer des choses dans l'institut. Ils vont découvrir qu'en fait, cet institut n'est pas très net, n'est pas très clair, et qu'en fait, on fait des expérimentations sur les enfants. Voilà, il se passe un certain nombre de choses dans l'institut dans le premier tome, et dans ce deuxième tome, on va suivre à nouveau les enfants, avec Marlowe qui est perdu dans un univers parallèle, et les enfants, et les adultes aussi, parce qu'il y a des adultes, vont tout faire pour essayer d'aller le récupérer.
C'est un tome hyper sombre. On est à Londres, alors j'ai adoré parce qu'on est à Londres, une grande partie de l'intrigue, mais alors dans un Londres qui pue, où il y a le fog, on est vraiment dans le bas-fond du peuple, dans les égouts. Ça, j'ai adoré ce côté-là, vraiment très poisseux, très gluant. C'était vraiment très très bien rendu. Il fait plus de 600 pages, mais alors je l'ai lu en 3 jours, ça se lit vraiment très très bien. Il y a des révélations, on en sait plus sur les enfants, on en sait plus notamment sur le personnage de Charlie, que j'aime beaucoup, qui est un métis qui a été élevé aux États-Unis et qui est vraiment un personnage prépondérant dans ce bouquin. Et je l'ai lu avec Marianne en lecture commune, on a vraiment le même avis, on l'a trouvé beaucoup plus violent, brutal que le tome 1. Il y a beaucoup d'enfants qui meurent là-dedans. Il y a une scène à un moment donné un peu cracra par rapport à un personnage. Non, c'était vraiment très très bien. Et je vous conseille vraiment de lire, de commencer Monstres ordinaires parce que c'est vraiment très très bien écrit, c'est très bien traduit. C'est traduit par Thibaut Eliroff. Et il y a un côté vraiment Charles Dickens en fait, c'est ça que je cherche. Un côté un peu Charles Dickens avec ce bouquin, avec ces gamins un peu perdus dans une fin du 19e siècle qui n'est pas vraiment tendre avec eux. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de découvrir le tome 3 qui sortira, je ne sais pas quand. Aucune idée. Non, je ne sais pas. Voilà, c'en est tout pour ce dernier point lecture du mois de janvier avec ces 5 lectures. Dites-moi en commentaire si vous en avez lu, si vous les avez aimées ou pas. N'hésitez pas à me dire aussi si je vous ai donné envie de découvrir certains livres. Je suis d'ailleurs assez curieuse de découvrir votre avis sur Les Sœurs de Montmort qui m'a pas plu, qui a eu beaucoup de succès, mais alors moi le flop total. Donc n'hésitez pas à échanger votre point de vue avec le mien. Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!